Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel au Ghana. Sa victoire a été confirmée ce lundi par la commission électorale. Le candidat du Congrès national démocratique a obtenu 56,55% des voix. La conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants à Cuba. Panel, visite d'institutions et présentation artistique sont au programme de ce rendez-vous qui se tient jusqu'au 13 décembre. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Et puis célébration au Rwanda de la journée internationale de commémoration des victimes du génocide le 9 décembre. Pour l'occasion, le pays a abrité une conférence internationale. Les détails à suivre dans ce journal. Il signe son grand retour à la tête du Ghana. La commission électorale a confirmé ce lundi la victoire de John Dramani Mahama à l'issue de la présidentielle du 7 décembre. Une victoire largement remportée avec 56,55% des voix. Son principal adversaire, Mahamudu Bawumia, a quant à lui obtenu un peu plus de 41% des suffrages. Plus de précision avec Philomentine. Les résultats de l'élection présidentielle du 7 décembre 2024 proclamés par la commission électorale ce lundi 9 décembre font officiellement de John Dramani Mahama le président élu du Ghana. L'ancien président et principal chef de l'opposition a ainsi remporté ce scrutin avec 56,55% des voix selon les résultats provisoires. Cependant, cette présidentielle de 2024 au Ghana a été principalement marquée par un taux de participation exceptionnellement bas de 60,9%. En tant que superviseur du scrutin présidentiel de 2024, j'ai l'honneur de déclarer son Excellence John Dramani Mahama en tant que vainqueur de l'élection présidentielle de 2024 et président élu de la République du Ghana avec un total de 56,55%. John Dramani Mahama, 65 ans, fait son retour après avoir été président du Ghana de 2012 à 2016. 8 ans après, le nouveau président élu du Ghana, dans ses déclarations après sa victoire, a mis en avant son engagement de revitaliser l'économie ghanéenne qui fait face à de graves difficultés, notamment une inflation élevée et un endettement croissant. Nous devons créer des emplois durables et bien rémunérés grâce à l'initiative Économie 24 sur 24. Nos besoins fondamentaux doivent être satisfaits. Un logement abordable, de la nourriture, de l'eau, un travail sûr et des salaires équitables. Je vous promets de former et de diriger un gouvernement qui portera le poids de ses espoirs et de ses rêves. Bien que l'inflation au Ghana ait été réduite de plus de 50% à environ 23% et que certains indicateurs macroéconomiques se soient stabilisés ces derniers mois, les difficultés économiques du pays sont restées pour beaucoup un enjeu électoral majeur. Le pays est confronté à une inflation et un endettement élevé et a dû recourir à un prêt de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international. Cette frustration a ouvert la voie à un retour de John Dramani Mahama. Dans l'actualité également, le président tchadien Mahamat Idriss Déby élevé au rang de maréchal. La résolution a été adoptée par le Conseil national de transition ce 9 décembre. Résolution qui a par la suite été acceptée par le chef de l'État. Cette distinction lui a été décernée en raison, je cite, de ses mérites militaires et son engagement, entre autres. Une reconnaissance non seulement militaire mais aussi politique pour celui qui dirige le Tchad depuis 2021. Rappelons qu'avant son décès survenu en avril de la même année, l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno avait lui aussi été élevé au rang de maréchal. Notons par ailleurs que cette distinction survient après la contre-attaque tchadienne lancée fin octobre contre Boko Haram dans la région du lac Tchad, une opération qui avait été conduite par le président Mahamat Idriss Déby. Une rencontre placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo était à l'Elysée ce 9 décembre. Le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron lors d'un déjeuner de travail. Outre le volet coopération, les deux dirigeants se sont aussi attardés sur la situation en Afrique de l'Ouest. Marie-Raphaël Antolo.
Afin de renforcer ses relations bilatérales et de promouvoir les échanges commerciaux avec la France, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s'est entretenu le 9 décembre 2024 avec le président français Emmanuel Macron à l'Élysée en France. Dans une déclaration conjointe et ouverte, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines tels que la transition énergétique, la santé, l'éducation et la culture. Après la visite historique que vous avez effectuée à Bissau en juillet 2022, la mienne aujourd'hui à Paris, c'est l'expression de notre commune volonté de consolider les liens que unissent nos deux pays, élargir nos échanges notamment dans le domaine économique, académique et culturel et scientifique. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France à accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts de stabilisation, d'amélioration de la sécurité et du soutien à la gouvernance démocratique. Le renforcement des relations culturelles à travers la francophonie ont également été abordés par les deux dirigeants. Et je confirmerai également le soutien de la France à travers la stabilisation de la Guinée-Bissau, à travers une aide budgétaire comme cela a été le cas lors des années précédentes. Je salue en particulier le dynamisme de la coopération culturelle à travers aussi la francophonie, comme en témoigne l'ouverture prochaine du lycée français à Bissau. Et je veux ici saluer également la place importante de la langue française dans votre pays, comme en témoigne le nombre croissant de francophones. Notez que sur le plan commercial, les échanges commerciaux entre la Guinée-Bissau et la France demeurent très faibles. D'après les douanes françaises, en 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays sont restés stables à environ 5 millions d'euros, en légère hausse de 2% par rapport à 2022. Soulignons cependant que les principaux produits exportés par la Guinée-Bissau sont les noix de cajou, représentant environ 90% de ses exportations totales, suivi du poisson et des crevettes. Égalité, équité et justice sociale, tel est le thème de la conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants, conférence qui se tient actuellement à Cuba et pour laquelle les participants sont invités à plancher sur de nouvelles réformes institutionnelles pour lutter contre le racisme notamment. Dans un contexte où les discriminations raciales persistent, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Ducé, rappelle l'importance de l'éducation. La correspondance à La Havane de notre envoyé spécial Joseph Moifou. Le racisme institutionnel et individuel persiste, révélant ainsi l'urgence de réformes profondes. Une discrimination omniprésente dans plusieurs États au monde. La conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants africains qui s'est ouverte le 9 décembre à La Havane, en République de Cuba, donne l'occasion aux défenseurs des droits humains de se pencher sur les problématiques dont sont victimes les Afro-descendants africains et y trouver des solutions durables. Cette décennie pour les personnes d'ascendance africaine qui vise à promouvoir les droits des personnes d'ascendance africaine dans le monde entier a mis en évidence le besoin urgent pour la communauté mondiale de faire face collectivement aux injustices historiques, de démanteler les structures du racisme et de construire des sociétés fondées sur des principes d'égalité, d'équité et de justice sociale. Alors que les inégalités raciales continuent de diviser les sociétés, la conférence internationale de La Havane incarne à elle seule un espoir pour un avenir plus inclusif et résilient. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Ducé, personne centrale de ce grand rendez-vous, a dans son discours des circonstances relevé certains points importants de cette lutte contre le racisme et les multiples discriminations dont sont victimes les Afro-Africains. Mesdames et messieurs, les peuples ont la mémoire de leurs souffrances passées, sans une réparation de l'injustice historique qu'ont subi les Africains, les peuples afro-descendants, et la lutte contre le racisme et la discrimination raciale va ressembler à une lutte vaine. Inspirée par les luttes historiques et les efforts actuels, la conférence ambitionne de transformer les promesses en actions concrètes, un rendez-vous majeur pour redonner vie aux idéaux d'égalité et de justice universelle. Les travaux de cette conférence internationale sur la décennie des Afro-descendants prennent fin le 13 décembre 2024. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour détecter les signes précurseurs et donner l'alerte.
C'était le message véhiculé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à l'occasion de la journée internationale de commémoration des victimes du génocide le 9 décembre. Journée célébrée aussi au Rwanda, qui a abrité pour l'occasion une conférence internationale. Ce rendez-vous a permis de dresser un bilan de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 76 ans après son adoption. Marie-Roger Kwao. À Kigali, au Rwanda, s'est tenue lundi 9 décembre 2024 la conférence internationale sur la prévention du génocide organisée par le gouvernement rwandais. S'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale de prévention et répression du crime de génocide, c'était l'occasion pour le pays de faire un bilan. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean-Damascène Bizimana, présente le regret d'une convention restée sans effet. Existe-t-il une coopération effective en matière de prévention et de répression des génocides potentiels, des appels publics à la haine et autres actes d'incitation directe et publique à commettre le génocide? Or, nous les observons à quelques kilomètres du Rwanda. Force est malheureusement de constater, 76 ans après l'adoption de la Convention, quel long chemin reste encore à faire en matière de prévention. Adoptée en décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide devait constituer un rempart contre les atrocités de masse après l'Holocauste. Son application reste largement défaillante selon les experts. Aucun mécanisme contraignant ou universellement appliqué n'a empêché de nouveaux couacs, notamment les tensions avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, je l'ai dit, des crimes génocidaires visant les populations congolaises et tutsis sont commis sous le regard inactif des États signataires de la Convention sur le génocide. Plus de 100 000 réfugiés congolais sont sur le territoire rwandais depuis 1994. À travers cette conférence, le Rwanda réaffirme son rôle moteur dans la lutte contre les génocides, tout en appelant à une action collective pour transformer les leçons du passé en politique concrète et efficace. Une initiative qui démontre l'engagement du pays d'Afrique dans cette lutte globale et qui met en lumière la nécessité de renforcer les outils internationaux pour prévenir ces crimes. Du handball pour finir avec la victoire écrasante des Angolaises lors de la finale de la CAN féminine. Les Palancas Negras affrontaient les Sénégalaises à Kinshasa le 7 décembre. Score final 27-18. Une nouvelle consécration pour l'Angola qui se hisse donc en haut du podium devant le Sénégal et la Tunisie. Retour sur cette rencontre avec Esther Conan. Le samedi 7 décembre 2024, les Palancas Negras de l'Angola ont remporté la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine à Kinshasa, battant le Sénégal 27-18. Cette victoire marque leur 16e titre continental, consolidant leur domination sur le handball africain. L'Angola demeure la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN féminine. Il faut tout simplement être admiratif de ce qu'ont fait les Palancas Negras de l'Angola. Leur 5e victoire consécutive au niveau du handball africain et c'est une performance jusqu'à là inégalée. Je pense qu'elles ont été à la hauteur de l'enjeu. Elles étaient favorites avant ce match et elles ont tenu le rang. Elles ont gagné avec la manière, avec autorité, 27-18. Donc il faut saluer juste cette performance, mettre du respect parce que ces femmes, elles ont joué sans complexe. Elles savaient qu'elles pouvaient le faire. Elles ont tenu la barre avec leadership du début jusqu'à la dernière minute de jeu. Les Angolaises dirigées par la gardienne Alberto Marta et l'attaquante Alberta Kasoma Almeida ont confirmé leur domination sur le handball africain. La Tunisie a décroché la médaille de bronze après une victoire de 25-22 contre l'Égypte. De son côté, la République démocratique du Congo, bien que 5e, a vu Pina Luambo et Alexandra Lutunu Chunu être récompensés pour leur performance exceptionnelle. Ces distinctions viennent souligner les talents individuels au sein de la compétition. Les Sénégalaises, à un moment, ont essayé de tenir le ballon, regarder droit l'équipe angolaise dans les yeux, mais force est de constater qu'il y avait une suprématie qui se dégageait. Il y avait une force collective supérieure du côté des Angolaises. Et tout cela a été les ingrédients qui ont permis à l'équipe angolaise de rapidement prendre le dessus et d'être tranchant dans les coups offensifs. Avec cette victoire, l'Angola consolide sa domination sur le handball africain, suivi par le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte. Ces 4 équipes se qualifient pour le championnat du monde de handball féminin en 2025.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous. L'information continue sur Africa 24.